1er mai, l'univers célèbre la journée internationale des travailleurs. Il y a lieu de faire un état de lieu en République démocratique du Congo sur cette journée déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Après les élections couplées des sénateurs et gouverneurs lundi dernier dans une vingtaine d'assemblées provinciales, l'heure est à l'étape des contentieux électoraux devant les instances judiciaires. 8 jours pour dépôt de recours et la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs. Et en sport, Mazembe Lupopo, le derby louchois va être respecté dans la ville cuprifère pour le compte des playoffs de la Ligue nationale de football. Les deux clubs sont appelés au fair play. Le point sur l'actualité. Merci de renouveler votre confiance à Télé 50. On ouvre cette édition avec la journée de travail. L'univers célèbre la journée internationale des travailleurs. Il y a lieu de faire un état de lieu en République démocratique du Congo sur cette journée déclarée chômée, payée et sur toute l'étendue du territoire national. Aucune activité n'a été organisée en cette journée. Depuis 1948, le monde célèbre la journée internationale du travail chaque 1er mai de l'année. Une journée en hommage aux travailleurs du monde et en même temps l'occasion pour réfléchir sur les conditions de travail afin de ressortir des solutions pour promouvoir le travail. Le thème international reconduit pour 3 années est promouvoir l'emploi décent dans un monde en mutation. En République démocratique du Congo, cette journée qui était jadis célébrée avec plusieurs activités, dont des défilés, de panneaux-motifs relatifs à cette fête, des colloques, ateliers de réflexion ou d'échanges, passe à ce jour inaperçu. Et c'est contraire aux habitudes du passé où l'exécutif central engageait de gros budgets pour accompagner les activités de cette journée qui met à l'honneur les travailleurs. Mais l'opinion se demande si les travailleurs congolais est réellement respecté. Le statistique démontre par exemple que la population congolaise est à 90% au chômage. Dans les 10% d'emplois, seuls 2% se retrouvent avec un travail décent. Les 8 autres sont composés de fonctionnaires, militaires, policiers et infirmiers qui sont sous-payés ou mal payés. Dans le secteur privé, c'est encore pire. Les rubriques de la fiche de paye ne sont pas du tout respectées, pas de soins de santé, pas de syndicats et moins encore des avantages et de primes. Chez les Indo-Pakistanais, qui ont la plupart des alimentations et des dépôts, chacun fixe ses lois et ces travailleurs ne sont pas protégés par le gouvernement ni par une quelconque structure pour améliorer les conditions sociales. Il y a lieu de peindre un tableau sombre sur la situation du travailleur congolais qui peine à nouer le debout de mois. À ce stade, il devient indécent de parler de la journée du 1er mai en République démocratique du Congo. C'est ici une occasion pour l'intersyndicale de travailleurs de monter au créneau pour dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les travailleurs congolais ou encore la politisation des entreprises publiques. Et au lendemain de la célébration de la journée de la santé au travail, les préoccupations de la masse travailleuse de la République démocratique du Congo demeurent sans solution. Pas de politique sur la santé au travail, pas de statistiques cohérentes et fiables, pas de mesures d'encadrement pour éviter les accidents au travail, aucune maîtrise des travailleurs œuvrant dans le secteur privé. Face à ce tableau sombre, les responsables du programme de la santé au travail s'engagent à travailler pour changer cet état de choses. La République démocratique du Congo, pays vaste de plus de 234 millions de kilomètres carrés, fait face à plusieurs défis sur le plan de la promotion de la santé au travail. Alors que cette santé est essentielle pour maintenir un environnement professionnel sûr et pour garantir le bien-être des travailleurs. Elle contribue significativement à l'amélioration de la productivité et de la satisfaction au sein des entreprises. Et pourtant, un environnement de travail sûr et sain contribue à réduire le nombre d'accidents et des maladies professionnelles, ce qui a un impact positif tant sur le travailleur que sur les organisations, comme le témoigne le directeur de la santé au travail, Dr Nkoukou Lutumba Aimé. Il y a cette étude qui nous a donné suffisamment d'éléments pour nous rendre compte qu'en fait, ce domaine est ignoré de beaucoup de travailleurs. Et il y en a même qui ne savent pas que c'est quoi un accident du travail et comment on le déclare et comment on doit être indemnisé. Donc nous continuons à mener cette sensibilisation pour que tout le monde ait l'information. La Journée mondiale de la santé au travail s'avère donc une opportunité de mettre en lumière ces enjeux et de renforcer les mesures de sécurité. Pour le numéro 1 du programme, la célébration de la Journée de la santé au travail tombe à point nommé parce qu'elle s'est avérée
Une occasion de comprendre en quoi l'évolution des conditions météorologiques provoquées par les changements climatiques affectent les conditions de travail, notamment pour le métier exposé aux éléments naturels, et d'explorer les adaptations nécessaires pour garantir la santé et sécurité de ces travailleurs. Tout ce qu'il y a aujourd'hui qui amène à le réchauffement climatique, mais c'est le fait de l'industrialisation du travail de l'homme. Donc si on ne casse pas cette chaîne, eh bien, nous allons vers la disparition. Le programme déplore par ailleurs qu'il ne contrôle pas toute la masse travailleuse en RDC parce que 80% des travailleurs sont dans les secteurs informels, d'où le nombre de défis qui restent à relever. Défis sur le plan de la gouvernance. Donc il nous faut absolument avoir une politique, un plan stratégique. Et les défis au niveau de ressources humaines. Il faut une politique dans la formation des prestataires, la ratification des conventions du BIT qui ne sont pas encore faites par les pays. Il faut noter que la RDC dispose déjà d'un arsenal de lois et arrêtés qui contribuent à la promotion de la santé au travail. Et au Sénégal, le président Diomaye Faye sera face aux syndicalistes pour échanger sur l'inégalité de salaire entre les différents agents de l'État comme les enseignants, la hausse des prix et la cherté de la vie. Le principal syndicat du primaire au Sénégal, le syndicat des enseignants libres, sera représenté lors de la manifestation jusqu'à la place de l'Indépendance par son secrétaire général. À l'issue de cette manifestation, tous les syndicats remettront un cahier de doléances au président regroupant toutes les revendications. L'objectif est d'encourager un dialogue social plus efficace que dans le passé. Et en France, après une forte mobilisation unitaire en 2023 contre la réforme des retraites, les principaux syndicats appellent à descendre dans la rue ce mercredi 1er mai avec des revendications diverses. À Paris, entre 15 000 et 30 000 personnes sont attendues par les autorités, dont 400 à 800 manifestants radicaux. Des militants pro-palestiniens pourraient venir grossir les rangs des cortèges, en particulier à Paris, et les détracteurs des Jeux olympiques pourraient profiter de cette tribune offerte, affirme la note de renseignement, mais les autorités s'attendent globalement à des manifestations à caractère plutôt festif et familial et plus apaisées que l'an dernier où la journée a été marquée par des heurts parfois violents dans la capitale et d'autres villes comme Nantes ou Lyon. Des sources policières, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 à Paris. Revenons à l'Assemblée nationale, report à une date ultérieure du dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif initialement prévu hier mardi. Le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, qu'il a annoncé, évoque des contraintes d'ordre logistique. Entre-temps, polémique autour du poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a commencé, un poste réservé à l'opposition pour Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ce poste lui revient car il est la première force de l'opposition, tandis que DIPRO estime que ce poste revient à tous ceux qui sont inscrits comme opposants à la Chambre basse du Parlement. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale devra encore attendre. Après l'annonce dans un premier temps du bureau d'âge et de l'organisation des élections du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement pour le mercredi 8 mai 2014. À quelques heures de l'ouverture du bureau pour le dépôt des candidatures, Christophe Mboson Kodia a repoussé la tenue de ce scrutin à une date ultérieure. Raison. Dans un communiqué signé par le secrétaire rapporteur et rendu public, le bureau provisoire justifie ces reports par l'absence dans la capitale de plusieurs députés nationaux. Certains parmi ces députés s'étaient rendus lundi 29 avril en province pour prendre part aux élections des sénateurs et gouverneurs, scrutin auquel plusieurs de ces élus étaient candidats. Ces derniers se trouvent encore à l'intérieur du pays, ajoute le communiqué. Pour plusieurs députés, tant de la majorité que de l'opposition, ce report n'a aucun fondement légal.
Les reports décidés par le bureau d'âge relèvent des manœuvres politiciennes qui pénalisent la marche des institutions du pays, dénonce un député de la majorité. Pour lui, l'acte de dépôt des candidatures est un acte personnel. Ce sont des actes qui ne devraient nullement engager l'institution Assemblée nationale. Apparemment, ce sont des combines politiques. Et là, poursuit les députés, il faut quand même se rendre compte que le pays est agressé, ajoutent les députés de l'Union sacrée. D'après le président de l'opposition parlementaire, Christian Mwando, la présence des députés aux élections des gouverneurs et des sénateurs n'est pas une raison fondée pour reporter les dépôts des candidatures. Pour lui, cette opération concerne les députés qui veulent rester à l'hémicycle. La reporter sans fixer une nouvelle date, selon Christian Mwando, c'est faire perdre encore 2 à 3 semaines à l'Assemblée nationale. Le président du groupe parlementaire Ensemble en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État afin d'interpeller le président du bureau provisoire sur cette question. Christian Mwando recommande enfin au bureau d'âge de finaliser l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale dans le respect du calendrier publié le 27 avril dernier. Après les élections couplées des sénateurs et gouverneurs lundi dernier dans une vingtaine d'assemblées provinciales, l'heure est à l'étape des contentieux électoraux devant les instances judiciaires. 8 jours pour le dépôt des recours et la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs des sénateurs par la Cour constitutionnelle. S'agissant des gouverneurs et vice-gouverneurs, les recours d'appel se prononceront le 15 mai. Dans un communiqué, la centrale électorale a dévoilé la suite du chronogramme opérationnel de ces élections organisées au suffrage indirect. En d'autres termes, après l'étape de la publication des résultats provisoires, s'ouvrait désormais l'étape des contentieux électoraux devant les instances judiciaires. Au sujet des élections des sénateurs, renseignent les communiqués de la CENI, les candidats malheureux ont 8 jours, soit du 30 avril au 7 mai, pour déposer leurs recours devant la Cour constitutionnelle. À son tour, la Cour constitutionnelle va disposer d'un délai de 60 jours, soit du 8 mai au 6 juillet, pour les traitements des recours, et la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. S'agissant des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs du 30 avril au 14 mai, soit pendant 15 jours, vont se dérouler devant les cours d'appel faisant office des cours administratives, les contentieux. Un jour plus tard, soit les 15 mai, les cours d'appel faisant office de cours administratives vont procéder à la proclamation des résultats définitifs des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Après cette étape, il reviendra désormais au président de la République de procéder à l'investiture de ces différents gouverneurs des provinces conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution de la RDC. L'ancien vice-gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, est désormais gouverneur de cette province. Le premier citoyen du Congo central promet de travailler en collaboration avec l'organe délibérant pour trouver des solutions aux problèmes de sa province. La province du Congo central a désormais un nouveau gouverneur. Il s'agit bel et bien de Grace Bilolo Nkwanga, originaire du territoire des Tchela, élu avec 23 voix contre 16 de son titulaire Guy Bandou. Il sera secondé par les vice-gouverneurs à la personne de Prosper Ntela. Ceci au terme du scrutin organisé par la CENI. En ces premiers jours de la semaine, la salle plénière de cet organe délibérant s'est transformée en salle des votes et des dépouillements sous la présidence de la centrale électorale. 14 candidats étaient en lice pour ces postes et à la veille de ces scrutins en direct, des candidats se sont retirés de la course. Pour rappel, l'originaire de Tchela, Grace Bilolo, était le dernier candidat à présenter son projet de société devant les grands électeurs. Lors de la campagne électorale, ces derniers avaient promis, une fois élu gouverneur du Congo central, de travailler en collaboration avec l'Assemblée provinciale pour trouver des solutions aux problèmes qui réduisent la province, entre autres les niveaux élevés de la pauvreté des Né-Congo, la détérioration des routes urbaines et des dessertes agricoles, le surendettement de la province et la mauvaise gouvernance.
Élection des sénateurs et gouverneurs, les ressortissants du Olomami, résidant à Kinshasa, ont célébré la victoire du nouveau gouverneur de cette province, Banza Mouloumé. Ce dernier succède à ce poste Yumba Kalingai Mushimbi Isabelle et ils se disent satisfaits et lui souhaitent plein succès pour cette lourde tâche. Élu avec 17 voix sur 26, Banza Mouloumé est le nouveau gouverneur de la province du Olomami. Il succède à ses postes Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle. Dans ces cadres, les ressortissants de cette province se sont réunis pour célébrer la victoire de l'un de leurs. Ces ressortissants, par les canaux du chef du bureau du Olomami installé à Kinshasa, ont félicité le choix des élus provinciaux qui, selon eux, est celui du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En tant que coordonnateur du bureau de liaison de la province du Olomami à Kinshasa, j'aimerais d'abord, remercier les députés provinciaux de la province du Olomami qui ont fait un choix judicieux en portant le nom de l'honorable Banza Mouloumé Marmon comme gouverneur de la province du Olomami. Pour une fois dans l'histoire de la province du Olomami, aujourd'hui, les députés provinciaux de la province, vraiment, ils ont convergé dans la logique de la population du Olomami. Élu du regroupement politique agissant et bâtissant de Samalukonde, il a comme vice-gouverneur Rodin Mwense. À noter que la province du Olomami compte également 4 sénateurs élus. Et dans l'Est de la République démocratique du Congo, les casques bleus de l'ONU ne seront présents que dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Après s'être définitivement retirés de la province du Sud Kivu après 21 ans de présence, un processus de retrait du Sud Kivu qui a pris fin le 30 avril. Je vous propose d'écouter la porte-parole de la MONUSCO. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo cesse ses opérations dans la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024. Le choix de cette date n'est pas fortuit. À la demande du gouvernement de la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait de la force de la MONUSCO de la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024 dans sa résolution 2717 de décembre 2023. Ainsi, le Conseil de sécurité limite la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir du 1er mai 2024. La responsabilité de la sécurité et de la protection des civils incombe exclusivement au gouvernement congolais à partir du 1er mai 2024. Tout le personnel en uniforme sera rapatrié d'ici le 30 juin 2024. Les contrats de la majeure partie du personnel civil arriveront à terme à la même date. Il ne restera qu'une équipe résiduelle de personnel civil chargée de travailler sur la transition au-delà du 30 juin 2024. Une partie du matériel appartenant au contingent sera rapatriée. Le 29 avril, les casques bleus chinois ont fait don de matériel d'une valeur de plus de 7 millions de dollars à la RDC. Principalement du matériel de génie civil et de... Le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, continue d'attiser large. 3 gros combattants ont individuellement signé leur fiche d'adhésion au sein du parti présidentiel au cours d'une cérémonie organisée par la fédération de Bukavu au Sud Kivu. Les nouveaux adhérents ont avoué avoir été convaincus par l'idéologie de ce parti politique et ont promis de travailler pour l'intérêt général. À l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi au Sud Kivu, l'ancrage poursuit son bonhomme des chemins. 3 nouveaux membres ont dit oui au parti présidentiel lors d'une cérémonie d'adhésion individuelle organisée pour cette fin. Il s'agit de Lucien Haya, le docteur Joseph Mutandanya et le professeur Bawili Lungele Tango. Ces 4 et désormais combattants de l'UDPS ont signé leur fiche d'adhésion individuelle au sein du parti au pouvoir au cours d'une matinée politique organisée par la cellule de l'UDPS Panzi en commune d'Ibonda. Devant les combattants venus assister, ils ont juré amour et loyauté tout en respectant les statuts du parti présidentiel. Je m'engage à observer, à respecter et à faire respecter au sein du parti les codes éthiques
les statuts et les règlements d'ordre intérieur du parti. Même sentiment pour le professeur Bawili Lungele, qui vient d'intégrer le parti pour contribuer aux efforts du chef de l'État à rétablir la paix en RDC d'une manière générale et à l'est du pays en particulier. Dans un contexte où le pays est agressé et nous avons besoin d'une unité autour du commandant suprême des forces armées. En prenant acte de leur adhésion, le président sectionnaire de l'UDPS Ponzi, le professeur Akilimali Itongwa Justin, s'est réjoui de la décision prise par ces nouveaux adhérents qui, selon lui, vont désormais œuvrer pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de développer la RDC. Continuer à adhérer massivement, de prêter main forte aux actions de notre cher président. Cette activité s'est déroulée en présence de Madame José Emina, conseillère du chef de l'État au collège socio-culturel et religieux, des habitants de Ponzi et des citoyens anonymes. Et dans le monde, l'ancien président américain Trump a du mal à garder son silence tout au long de son procès. Pour avoir relayé des propos et des photos sur les réseaux sociaux, il écope d'une amende de $9 000 américains. $9 000 américains, c'est ce que doit payer Donald Trump pour n'avoir pas respecté le gag order, l'injonction au silence imposé avant le début du procès par le juge Merchan. L'accusé devait s'abstenir de tout commentaire sur les témoins, notamment son avocat Michael Cohen ou l'ancienne actrice Stormy Daniels et sur les membres du jury et de la cour. Le procès au pénal de Donald Trump à New York continue pour plusieurs semaines. L'ex-président américain est accusé d'avoir dissimulé des paiements destinés à acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne star des films X, juste avant d'être élu président en 2016. L'ancien président américain qui écope déjà d'une première condamnation pour outrage à la cour, et là aussi, il est question de silence. L'homme a manifestement voulu tester les limites, notamment en relayant sur les réseaux sociaux des publications dont il n'était pas l'auteur. Pour le juge, riposter, c'est donc approuvé et il condamne Donald Trump à l'amende maximale de $1 000 américains pour chacune de 9 infractions constatées avec un avertissement. Si ça recommence, cela pourrait être la prison. C'est donc en silence que l'ancien président, hier mardi, a dû entendre les témoignages de l'avocat d'une ancienne plaignante qui affirmait que Donald Trump avait entretenu des relations extra-conjugales avec elle. Son histoire avait été achetée pour être enterrée par les amis de l'ancien président. Elle est désormais largement publique. Dans ses publications qu'il a dû effacer, Donald Trump accuse le juge de le priver de son droit à la liberté d'expression et de faire de lui le candidat à la présidentielle bâillonné de l'histoire. Allez, on va parler sport. Après plus de 3 ans, le derby louchois opposant Mazembe à Lupopo va se jouer à Lubumbashi pour le compte des playoffs. L'enjeu de ce match, c'est la première place pour les Badiangwina et le podium pour les Bleus et Or. Sur papier, les deux équipes ont presque les mêmes arguments à présenter. Ce sera un derby alléchant tant sur le gazon vert que dans le gradin pour les deux équipes rivales qui s'affrontent tout à l'heure au stade Frédéric Kibasa Maliba. Après plusieurs délocalisations, l'organisateur s'est décidé que les derbys louchois se jouent au Bercail et le président des coordinations de supporters de deux équipes en appelle au fair play, quels que soient les résultats, à l'issue de la rencontre. Match à football, aina mvita, aina bukonvi, atuna ba ennemi, tuku ba adversaire pendant 90 minutes. Tunaita bale bote watoka mustad bakuye ba responsable. Atupende kuchambula bantu, atupende fujo, atupende nini. Ça fait presque 3 ans qu'il a touché cette Lubumbashi, ça nous manque. Il est derby, il est à Kona, les adversaires éternels. La bataille entre les deux équipes sur le terrain s'annonce rude, bien que Mazembe aura un léger avantage physiquement après avoir livré des matchs de haut niveau en Ligue des Champions et qui reste invaincu dans la phase de play-off. De l'autre côté, les Cheminots réalisent une saison exceptionnelle et restent sur une série de 19 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, après avoir fait un faux pas contre le Lubumbashi Sport au mois d'octobre dernier. Allez, revenons ici sur les titres d'actualité.
1er mai, l'univers célèbre la journée internationale des travailleurs. Il y a lieu de faire un état de lieu en République démocratique du Congo sur cette journée déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Après les élections couplées des sénateurs et gouverneurs lundi dernier dans une vingtaine des assemblées provinciales, l'heure est à l'étape des contentieux électoraux devant les instances judiciaires. 8 jours pour déposer les recours. Et en sport, Mazembe Lupopo, le derby louchois va être respecté dans la ville cuprifère pour le compte des playoffs de la Ligue nationale de football. Les deux clubs sont appelés au fair play. Eh bien, restez avec nous pour la suite du journal. Les titres des journaux parus dans une sélection et présentation de Christian Calongi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde grâce à Télé 50. Dans la journée chômée épée, donc l'actualité sera essentiellement avec la presse en ligne à la une de votre revue de presse. La MONUSCO met fin définitivement à ses opérations au Sud Kivu. Effectivement, comme vous le savez, la population avait exprimé récemment, pas plus tard qu'il y a quelques mois, son ras-le-bol face à l'inefficacité de la MONUSCO qui existe, Arlette, depuis plus d'une décennie dans notre pays, mais sans résultat concret en termes de la lutte contre les groupes armés ou le rétablissement de la paix. Et donc, le départ de cette force se concrétise, il faut le dire, Arlette. C'est donc à la demande du gouvernement de la RDC que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait de la force de la MONUSCO de la province du Sud Kivu hier, 30 avril 2024, pointe Radio Okapi. Il faut donc noter que la force de la MONUSCO n'existe plus au Nord Kivu. C'est ça la signification. Selon sa représentante Bintou Keïta, la responsabilité de la sécurité et de la protection physique des civils de cette province incombe désormais aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Ils doivent donc s'assumer puisque selon peacekeeping.org, le tout dernier contingent qui occupait encore cette province jusqu'ici, c'était celui du Pakistan qui a aussi vidé le lieu depuis hier, faut le dire. Radio France Internationale qui en fait aussi un sujet à la une aujourd'hui, titre la MONUSCO cesse définitivement, Arlette, ses opérations au Sud Kivu. Actualité.cd qui s'intéresse à cette information signale que le contingent de la République populaire de Chine auprès de la MONUSCO a transféré la propriété d'actifs d'une valeur de 7,3 millions de dollars au gouvernement congolais. RTBF rappelle que les autorités congolaises avaient réclamé le départ de la MONUSCO créée il y a 25 ans et encore présente dans les 3 provinces les plus troublées de l'Est de la RDC, Ituri, Nord et Sud Kivu, la jugeant inutile. Alors, on prend la poursuite judiciaire contre le cardinal Ambongo. La Sanko réagit et appelle les fidèles catholiques au calme. Effectivement, c'est un dossier qui continue de défrayer la chronique, Arlette. L'ouverture d'une information judiciaire contre le cardinal Ambongo. Eh bien, la conférence épiscopale du Congo s'en est mêlée, il faut le dire. Selon dépêche.cd, la SEMCO affirme que le dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes dans les respect des textes légaux du pays, y compris l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège, lesquels garantit un régime de collaboration loyale et sincère entre l'Église catholique et l'État. À en croire Yabiso News, comme vous pouvez le voir, depuis la maison, la SEMCO appelle tous les fidèles catholiques au calme et au dialogue. Pour ce qui est, par exemple, de l'invitation adressée au cardinal Ambongo par le procureur, la SEMCO affirme qu'elle est parvenue pendant que le cardinal était en voyage. Il était donc à l'étranger, au Vatican précisément. Il ne s'agit donc pas d'un refus de répondre. Merci pour cette sélection, Christian Calongi. Je vous en prie, Arlette Boutella. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis à Kolwezi et partout en République démocratique du Congo. Et surtout, merci de toujours renouveler votre confiance à Télé 50. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.